Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle chronique rôliste. Aujourd'hui, troisième partie d'une série qui aura duré longtemps en termes de production, soyons honnêtes, celle sur l'enregistrement des jeux de rôle. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aspect vraiment réflexion autour du fait d'enregistrer ces jeux de rôle et de les publier. On va se placer là dans l'angle de l'actual play. On va revenir sur ce que c'est que l'actual play, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas bien la définition en tête. On va voir pourquoi est-ce que ça peut être quelque chose de très positif, pourquoi est-ce que ça peut être négatif, mais attention, je sais que c'est quelque chose qui est débattu au niveau de la communauté JDR. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre. Je sais qu'il y a des gens qui sont pour. Même si j'en fais, moi, personnellement, cette chaîne en est la preuve, je vais essayer de rester assez neutre sur la situation et je vais absolument pas m'intéresser à la question sur un point de vue systématique. Parce qu'on s'en fiche, en fait. Pour moi, l'essence même de l'actual play, de n'importe quel loisir, etc., si on est à même de le partager, eh bien, c'est qu'on ait du plaisir à le faire. Donc, à partir du moment où toutes les personnes autour de la table se trouvent à avoir ce plaisir de partager la chose, à partir de là, il n'y a pas à questionner, en fait, si oui ou non, est-ce que c'est bien de le faire ou pas, ou je comprends pas le débat, j'avoue. Donc, je vais pas rentrer dans cette partie-là de la polémique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus de voir les répercussions que ça peut avoir sur vos joueurs autour de votre table, et sur vous en tant que MJ, et du coup, comment un petit peu pallier à tout ça si jamais vous décidez de faire un actual play. L'actual play, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la retranscription sous forme de podcast, sous forme d'émission, sous forme d'enregistrement, sous forme de stream, d'une partie de jeu de rôle. On a nos joueurs, notre MJ, tout le monde est là, tout le monde fait sa partie, et on enregistre. Et soit, du coup, on le diffuse instantanément sur une plateforme de diffusion en direct, par exemple Twitch, soit on diffuse en différé la vidéo, typiquement sur une plateforme comme YouTube. Les gens qui font de l'actual play, il y en a beaucoup, et il y en a à peu près de tous les milieux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui ne viennent pas du monde du jeu de rôle qui se sont mis à en faire. Il y a des gens qui faisaient du jeu de rôle depuis très longtemps qui se sont mis à en faire. Et il y a des gens qui ont énormément de moyens et qui donc du coup font des shows qui sont absolument splendides en termes de réalisation, et on a de l'autre côté du spectre des amateurs complets qui font avec les moyens du bord. Et tout ça c'est très bien, parce que ça donne de la diversité, donc ça donne plein de regards sur le loisir, ça donne plein de fraîcheur, et du coup ça permet d'avoir plein de points de vue. Et donc, pourquoi? Ça, c'est la grosse question qui revient à chaque fois qu'il y a un détracteur des actual play qui pointe le bout de son nez, j'ai envie de dire. Pourquoi enregistrer une partie et la diffuser? L'important dans le jeu de rôle, c'est de le jouer, pas de le voir. À ça, j'ai envie de répondre quelque chose qui va me permettre d'introduire tout mon sujet et d'en introduire la problématique principale. On ne peut pas toujours jouer à du jeu de rôle. Vous l'aurez expérimenté forcément au cours de vos parties. Il y a des moments où simplement, vous n'avez pas tout le monde autour de votre table qui est disponible telle ou telle semaine. Ou alors, vous n'arrivez pas à trouver un MJ. Peut-être dans les premiers temps, vous avez galéré à trouver un MJ, vous avez dû écumer plusieurs forums, écumer plusieurs plateformes Discord, trouver des groupes, etc. Et ça tenait pas, enfin voilà, ça faisait 2-3 séances et c'est tout. Peut-être aussi, simplement, vous êtes dans une période de votre vie où vous n'avez pas le temps, vous, en tant que personne. Vos autres joueurs habituels ont le temps, mais vous n'avez pas le temps de vous poser pour une session de 4-6 heures. Regarder des petites vidéos vous permet de vivre un peu cela par procuration. Pour moi, il y a plusieurs profils à qui c'est profitable de regarder de l'actual play. Soit si vous avez envie de découvrir un système de règles. Plutôt que de prendre en premier lieu le gros manuel de règles, de regarder absolument tout, etc., ou alors de chercher une preview sur un obscur site internet, vous regardez une partie, vous vous figurez un peu le système et vous vous dites « Ok, je vais acheter le livre qui me donnera l'intégralité des règles et qui me permettra de faire moi-même ma propre partie dans cet univers-là pour ma tablée de joueurs. » Ça peut permettre aussi d'être dans une optique de voir comment d'autres personnes masterisent, comment d'autres personnes se sortent de tel ou tel scénario, arrivent à ficeler leur intrigue, etc. Et ça peut vous donner des idées. Ensuite, ça peut permettre, pour plus le côté joueur, je dirais, même si ça peut aussi un petit peu concerner les MJ, sauter le pas. Si vous n'avez pas encore fait de partie de jeu de rôle, que le loisir est quelque chose dont vous avez entendu parler, que vous avez des amis proches par exemple qui en font, mais que vous hésitez encore à passer le pas parce que vous vous sentez pas totalement prêt, parce que vous vous demandez comment ça se passe une séance, eh bien ça vous donne une manière vraiment claire de voir ce que c'est qu'une séance. Voir comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que l'action s'enchaîne, comment est-ce que les éléments se mettent en place, qu'on jette bien des dés, qu'on utilise une plateforme web, etc. En dernier, je dirais, ce que ça permet de faire, c'est ça permet d'ouvrir à des publics qui ne sont pas normalement cibles de cela.
tout loisir peut se partager. Vous pouvez être amené à discuter de vos passions avec à peu près n'importe quelle personne que vous allez rencontrer. Quand vous dites « oui, je fais du jeu de rôle, etc. », c'est une chose. Pouvoir dire « oui, je fais du jeu de rôle, regarde, c'est ça », c'est mieux généralement, parce que si la personne en face est intéressée par la chose, mais que vous faites juste une description très théorique de ce que c'est, ça peut être aussi imagé qu'on veut, mais montrer vraiment comment ça se passe une séance comme ça, via juste serait-ce qu'une petite vidéo de 5 minutes, bah, ça permet à la personne de se figurer un peu plus ce que c'est. Donc au final, une approche qui va être assez pédagogique si on regarde l'intégralité de ces ensembles, parce que soit pédagogique en termes de la personne a envie de s'y mettre, mais n'ose pas, et donc du coup, une pédagogie plutôt de rassurer, soit une pédagogie qui s'étale a posteriori, qui va être plus de comment je peux développer mon jeu, comment est-ce que je peux interpréter d'autres personnages, comment est-ce que je peux masteriser autrement. Dans l'ensemble, une approche qui, si l'intention de la personne qui a publié la chose, quelle que soit la qualité de réalisation, est bonne, pour moi, il n'y a pas de raison spéciale de s'en priver. À partir du moment où c'est le plaisir qui est le moteur de toute manière d'un partage, quel qu'il soit, on ne peut pas considérer qu'il soit mauvais. Regarder, c'est une chose, en faire, on est d'accord que c'est une autre. Et pourquoi est-ce que vous pourriez avoir des réticences, ou vous pourriez avoir des incitations à vous lancer dans cette aventure? Parce que c'est une aventure, hein, soyons honnêtes. Et autant j'avais un avis assez tranché il y a encore quelques mois, autant maintenant que j'ai repris du temps pour faire des parties en off, qui ne soient pas enregistrées, qui ne soient pas diffusées, mon avis a un petit peu évolué sur la question. Et c'est pour ça que je vais essayer de combiner les deux points de vue, de vous donner quelque chose qui va être complètement en demi-teinte, parce qu'en fait, comme toute chose dans la vie, il n'y a pas que du positif et que du négatif à chacune des deux approches. À commencer par l'influence. Quand vous regardez de l'actual play, si vous en regardez en tant que MJ, si vous en regardez en tant que joueur, ce qu'il ne faut pas derrière, c'est transposer ce que vous avez vu à vos parties, à vous-même. Donc là, on est plus encore dans l'approche du spectateur devenant joueur ou spectateur devenant MJ. Si jamais vous êtes dans une dynamique de « j'ai vu ça dans insérer n'importe quel nom d'émission d'actual play extrêmement bien réalisé avec énormément de moyens, avec plusieurs personnes chargées de l'écriture du scénario et avec des acteurs professionnels qui jouent les différents personnages », vous n'aurez pas ça autour de votre table. On peut être aussi bon que l'on veut en tant que MJ et en tant que joueur, on ne battra pas des personnes qui ont toute une équipe technique pour les épauler, alors que nous, on est tout seul. Ça paraît logique, mais ça fait du bien de le rappeler. Parce que derrière, du coup, ça vous permet d'avoir des attentes qui sont différentes, pas plus basses. Le côté amateur, le côté homemade, etc., est des choses que peuvent rechercher des joueurs. Plutôt qu'une émission bien produite, etc., que vous soyez spectateur ou que vous soyez joueur, c'est quelque chose qui peut vous attirer. C'est juste des manières différentes d'approcher la chose. Et, en parlant d'approcher la chose, maintenant, j'aimerais passer de l'autre côté. Dans le sens, MJ qui publie du contenu, joueur qui se voit être publié. Moi, je m'en bats les couilles dans le sens où ça va pas intervenir dans mon jeu. Maintenant, avec le recul et les quelques années qu'on fait ça, j'ai pas trop de difficultés à jouer un personnage et en même temps à être dans l'idée que c'est un divertissement qui va être publié et que des gens vont regarder. Maintenant, à la limite, le côté divertissement, ce qui m'intéresse, c'est peut-être de meubler un petit peu, etc. J'ai moins cette idée-là en tête parce que je trouve que nos dernières séances, et en tout cas les choses qu'on a fait ces dernières années, se meublent naturellement en fait. On a beaucoup moins de creux, on a beaucoup moins de ratés, tout est plutôt fluide, donc à titre personnel, voilà, j'ai moins cette sensation-là. Maintenant, c'est vrai que dans une équipe particulièrement silencieuse ou dans une ambiance un peu genre tendue ou particulièrement non divertissante, j'aurais peut-être envie de booster un petit peu le côté fun. Maintenant, nous, on booste trop le côté fun, donc faut peut-être qu'on apprenne à fermer notre gueule aussi. Mais bon, ça, c'est un problème inhérent à notre groupe, j'imagine. Il faut pas vous mettre la pression à vous dire « je vais être publié ». Et ça va être moins bien que insérer tel show connu, insérer telle autre personne sur la plateforme qui publie des vidéos. Ça va être différent. Parce que autant il y a de joueurs, autant il y a de MJ, autant il y a de manières de jouer du jeu de rôle. Autant de manières il y a d'animer une table. Autant de manières il y a d'écrire un univers. Et du coup, sous cet angle-là, en fait, on peut pas considérer qu'il y ait de bonnes pratiques ou de mauvaises pratiques. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Bon, cette blague à part, ça peut aussi avoir des effets positifs, cette même situation. Parce que sachant que vous êtes enregistré, vous allez vouloir donner plus pour simplement rendre mieux. Donner plus d'acting, par exemple, quand vous êtes joueur, hyperboler votre personnage et vraiment lui faire ressortir son caractère, et en tant que MJ, d'écrire plus, parce que vous n'êtes pas que face aux joueurs que vous avez dans votre séance, mais aussi face à des personnes qui vont visionner ça, qui ont besoin de se représenter la scène. Et qui, si elles n'ont pas une description suffisamment bien ficelée, suffisamment grande, bien ne vont avoir aucune idée de l'endroit dans lequel les joueurs évoluent
et donc vont être perdus. Donc du coup, ça incite aussi à s'améliorer de ce côté-là, à ne pas rester toujours dans les mêmes choses. Ça peut aussi vous servir de motivation. Moi, je sais que personnellement, j'essaie de faire en sorte de faire des sessions qui soient différentes campagne en campagne pour que une personne qui tombe sur ma chaîne YouTube voit une saison, en regarde une autre et se dise c'est pas du tout la même chose, quand même c'est dans le même univers, quand même c'est le même concept, etc. Est-ce que je le ferais si jamais j'étais dans un cadre où je n'étais pas filmé? Je pense que entre plusieurs groupes, je reprendrais les mêmes scénarios, entre guillemets. Je reprendrais les mêmes schémas scénaristiques. Là où, dans ce cas précis, ça me force à un petit peu innover à chaque fois. Alors après, pour les joueurs, de manière générale, je comprends que ça puisse gêner, ou tout du moins être difficile de se sentir filmé, de se sentir mis en scène dans notre jeu, parce que le jeu de rôle est déjà un jeu d'acteur en soi, étant donné qu'on joue un rôle, c'est dans la définition du truc, mais en même temps, c'est un jeu de rôle qu'on fait face à 3, 4, 5 personnes, généralement des gens qu'on connaît un peu, avec qui on a pu discuter, échanger, donc c'est un jeu de rôle qui au final reste dans un contexte intimiste. Le fait d'être en enregistrement et d'être diffusé peut changer la donne dans le sens où on peut se dire ouais mais attends là je joue plus l'orque bourrin pour moi et mes 3 potes, je joue l'orque bourrin pour X nombre de spectateurs qui pourra regarder la vidéo. Et du coup, qui pourra se dire, putain, ça se trouve, je connais cette personne, ça se trouve, machin, wesh, il fait l'orque, c'est quoi ce machin, c'est ridicule et tout. Qui pourrait juger, qui pourrait... Voilà. On peut tout de suite avoir ces a priori-là. Je vais pas partir sur un monologue de 15 000 ans, je vais juste essayer de garder une note très positive là-dessus en me disant, quand on produit du contenu sur Internet, notamment du contenu, je dirais spécialisé, un peu de niche, le jeu de rôle, je considère que, malgré que ce soit très populaire et que ça a été beaucoup popularisé ces dernières années, sur Internet en tout cas, ça reste un contenu peut-être un petit peu de niche tout de même. Je pense que les gens qui regardent le jeu de rôle le regardent avec une grande bienveillance. Et c'est ce qui, moi, derrière, me permet de me dire, en fait, tu peux jouer, tu peux te lâcher, tu peux faire des trucs et tenter des conneries, passer pour un con à l'écran sur un échec critique, passer pour un abruti, ou être un vrai bourrin, jouer un rôle complètement différent de toi, ou tenter des choses alors que d'habitude t'es hyper réservé. Même si on se dit putain, il y a mes 4 potes qui vont me voir, mais il y a peut-être des centaines de personnes qui vont regarder la vidéo, derrière, la plupart du temps, ces gens sont bienveillants et en tout cas ne regardent pas le contenu jeu de rôle pour justement juger le côté rôliste. Quand tu regardes du jeu de rôle, tu t'attends normalement à voir des gens faire les orques ou faire les bourrins ou faire quoi que ce soit. Si tu regardes du jeu de rôle en t'attendant à voir un gameplay de Skyrim, c'est que t'as pas tout compris au titre de la vidéo. Enfin, juste change de moteur de recherche, quoi. Bon, maintenant, tant qu'on est à parler d'écriture et d'écriture de scénario, il y a un petit point qu'il faut aborder. C'est à la fois un piège, à la fois quelque chose de positif, à la fois quelque chose de négatif. La structuration du rythme. Parce que comme vous êtes en train de préparer un média, préparer quelque chose que vous allez poster, eh bien, cela se doit d'avoir une structure qui soit suivable par un spectateur. Autrement dit, vous n'allez pas être sur un déroulé classique où vous allez par exemple faire une séance de 4 heures, il va se passer un seul événement dedans, et cet événement va être ce qui va lier les joueurs à l'intrigue pendant ces 4 heures. Il va falloir en fait que vous fassiez des changements un peu plus fréquents de sujets, de points de focus à l'intérieur de votre scénario, des mini-scénarios à l'intérieur du scénario, sorte de petites intrigues secondaires qui se mettent en place dans un tout petit moment et qui ensuite disparaissent, reviennent plus tard, etc., qui fassent des clins d'œil mais qui ne soient pas des verrous à la compréhension de l'histoire. Ça peut induire énormément de complexité d'écriture dans le scénario pour qu'il puisse être suivi par un spectateur qui ne va pas être dans l'histoire, donc qui ne va pas pouvoir reposer des questions une fois la séance terminée, ce que les joueurs adorent faire, soyons honnêtes. Et aussi, ça peut vous pousser à faire changer votre rythme. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple l'enchaînement des climax et des phases de creux. Vous pouvez avoir envie de vous dire ok, je vais faire une séance, ça va faire 4 heures. Dedans, je vais découper 3 épisodes d'1 heure et je vais considérer que le reste, de toute façon, ça va être des trucs de bêtisier, etc. Donc, qui ne vont pas être publiés. Et du coup, pendant cet épisode d'1 heure, il me faut un petit climax, il me faut un événement comme ceci, il me faut une petite situation initiale, et ensuite, il me faut un retour à un palier calme où je sois capable de faire une grosse description pour pouvoir intégrer le 2e épisode, etc., etc. Ça peut donner une impression de hachage limite, de chronométrage à vos joueurs et qui n'est pas forcément souhaitable. Ce que j'aurais plus à conseiller maintenant, c'est en fait tenter, vous en tant que MJ, de glisser des grosses descriptions régulièrement, pas forcément un rythme que vous chronométrez du tout, mais pour pouvoir faire vos coupures et ne pas faire des séances qui fassent 4 heures et avoir un actual play du coup qui fasse 1
grosse vidéo de 4 heures, mais bien plusieurs petites vidéos découpées, qui est plus agréable pour des spectateurs à suivre, et en même temps, avoir des points de coupure qui ne coupent pas en plein milieu de l'action. Vous pouvez totalement aussi faire le parti pris de couper en plein milieu d'une action pour un actual play. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, l'idée du cliffhanger est pas forcément mauvaise. C'est juste que c'est un outil, et que, suivant la manière dont c'est fait, la manière dont c'est amené, par le spectateur comme par le joueur, ça peut être pas très bien perçu. Et donc du coup, c'est une espèce d'équilibre entre les deux. Vous voulez maximiser d'un côté l'aspect épisode, on a une petite introduction qui permet de remettre dans le contexte, et puis ensuite, on va avoir toute une avancée de l'intrigue, et ensuite, on a un petit dénouement, à minima, qui va nous permettre de faire paf, ça c'est la fin de l'épisode. Sauf que ça, dans une séance de 4 heures, si vous en faites 3 fois, les joueurs ils vont être là, ouais bon on comprend, mais enfin on avance, on fait on met genre des briques, on pose des briques les unes à la suite des autres, mais on met pas le ciment entre les deux, en fait, il y a pas de lien. Et pour ça vraiment ce que je vous conseille plus, c'est soit du coup de partir sur cette approche de je fais des descriptions régulièrement, mais c'est pas forcément des fins d'intrigue, mais c'est des fins de zone par exemple, des fins de moment scénaristique. Je trouve pas que ce soit forcément quelque chose qui est facile à gérer, d'autant plus quand on est seul, quand on n'a pas une personne pour nous épauler simplement dans cette tâche-là. Le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de ne pas vous soucier de la partie production. Souciez-vous, dans un premier temps, de la partie qui est la plus importante, celle de vos joueurs. Parce que le but, c'est qu'autour d'une table, tout le monde prenne du plaisir. Le fait de produire l'actual play, à moins d'être dans un cadre professionnel, mais dans ce cas-là, je me doute que vous soyez en train de regarder cette vidéo, vous n'avez pas de raison, en fait, de privilégier l'aspect diffusion sur l'aspect que tout le monde autour de la table prenne du bon temps. Quand on regarde, nous, en tant que MJ, en tant qu'autres joueurs, etc., ou en tant que non-initiés, en tant qu'amis, une session qui est entre guillemets mal découpé, on est indulgent en fait. On voit que c'est une autre personne qui a tenté, qui a fait le maximum, etc., c'est déjà beaucoup investi, parce que c'est quand même une sacrée étape que de mettre en ligne une passion qui est telle que la nôtre, minima, juste on respecte le boulot quoi. Donc, comme toujours, on trouvera des gens qui râleront sur le fait que oui, c'est de l'actual play, etc., machin, que c'est le cancer du jeu de rôle. Je pense que la majorité de la communauté actuelle jeu de rôle qui va regarder de l'actual play va être plutôt bienveillante là-dessus. Concentrez-vous plus sur votre table, plus que sur vraiment la production visuelle que vous allez rendre. C'est plus en fait, je pense, nous-mêmes qui nous jugeons par rapport à notre capacité à endosser le rôle et à le jouer. Clairement, notre première critique, en tout cas pour moi, la première critique, c'est moi-même. Je pense que c'est peut-être le cas de pas mal de joueurs, de se dire putain, j'ai peut-être merdé là, j'ai peut-être pas parlé assez, merde, est-ce que je fais bien la voix, est-ce que je fais bien le truc. Voilà, moi, le nombre de fois où j'ai entendu Solige raconter ce genre de truc, je me dis ah putain, le mec il est vraiment investi à fond. Et puis après, il y a le petit groupe qui peut dire putain, là t'avais pas l'air investi, machin et tout. Pourquoi pas? Mais généralement, c'est pas un random péon qui va regarder la vidéo, qui va venir te dire « Eh, toi, t'es ridicule, t'as fait l'orque !» S'il regarde ça, c'est qu'il, de base, il a peut-être déjà fait l'orque 10 fois dans sa vie. Donc, voilà. Je pense que on peut se lâcher un petit peu, on peut se permettre de jouer un rôle, malgré le fait que ce soit une diffusion et que ce soit avisé à être publié. Je pense qu'il c'est très peu probable qu'on se fasse bâcher sur notre jeu ou sur la façon dont on joue. Ce sera peut-être plutôt constructif. Généralement, les gens sont peut-être un peu plus constructifs sur ce genre de contenu. C'est pas la random vidéo de Squeezie. Après, je peux tout à fait comprendre que ça effraie et que ça fasse peur. Ça, je ne nie pas du tout le côté timidité de chacun, etc. C'est moi qui, justement, à l'inverse, ne le suis pas du tout face à une caméra, qui fait que ça me met un peu à l'aise. Si ça peut rassurer un peu et si ça peut donner des petites billes là-dessus sur Actual Play, JDR, pour moi ça peut ne pas être impactant et faut se donner confiance un petit peu. Et en parlant de cette production visuelle, il y a un gros point noir, je trouve, dans la production, et ça c'est le point noir que je vais souligner, qui est celui que je subis de plein fouet et que de plus en plus je tends à m'échapper, donc du coup je vais vous donner les quelques pistes que j'ai pour le moment pour m'en échapper, c'est la gestion de tous les éléments autour de l'enregistrement. Vérification que ça enregistre bien, vérification des niveaux audio, vérification des animations, et lancement des animations d'ailleurs, les scènes, parlons-en. Parce que ça c'est quelque chose qui revient pas trop dans le débat je trouve, mais qui pour autant est fondamental. Vous avez un clavier, vous avez un stream deck, vous avez un macro deck, vous avez quoi que ce soit, enfin bref, un truc qui vous permet de lancer vos animations, etc., de switcher vos overlays, de switcher vos scènes, tout ça. Ok, le faire en même temps que vous êtes en train de masteriser, le faire en même temps que vous êtes en train de faire une description, c'est très dur. Vous en apercevez au moment où vous êtes face à la situation et que vous devez faire 3 choses en même temps, il y a un moment, votre cerveau il sature, vous loupez une phrase et vos joueurs ils sont en train de vous regarder. Qu'est-ce qu'il dit ?
Exactement, j'ai rien compris, mais ça avait l'air assez sensé, donc on va juste laisser passer, on va se dire la phrase là, tant pis. Au pire. Mais c'est un problème parce que vous, en fait, en tant que MJ, vous vous retrouvez un petit peu écrasé sur cette charge de travail, qui est une charge de travail supplémentaire et que vous n'aurez pas à faire si jamais vous n'étiez pas dans un cadre de diffusion. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit vous trouvez quelqu'un pour vous aider. Et dans ce cas-là, à minima, offrez-lui une boîte de chocolat. Enfin, franchement, là, cette personne vous sauve la vie, voilà. Vous n'avez personne et du coup, simplement, vous codez quelque chose à votre place. Alors, coder quelque chose à sa place, hein, c'est bien gentil, mais par exemple, pourquoi faire? Détecter un jet de dés et que ensuite ce jet de dés soit traité et que ça aille bien chercher les infos au bon endroit et que ça lance les animations. Auto-promo, hein, je glisse. Dans la description, je vous mets le lien vers un GitHub où il y a du code. Vous aurez un peu à modifier le code, hein, bien évidemment, si jamais vous voulez le faire fonctionner pour votre configuration à vous. Mais c'est quelque chose qu'il est totalement possible d'envisager. Une dernière possibilité que vous avez, c'est ni un extérieur ni un bot, mais un de vos joueurs. Demandez à un de vos joueurs de se charger de la partie enregistrement, et après, sinon, si jamais vous n'êtes pas dans ces trois optiques-là, vous pouvez complètement partir dans celle de on enregistre le flux brut pendant la séance, et on fait plein de montage en post-production, donc pas spécialement de live, mais du montage en post-production. C'est une option totalement viable. Enfin, honnêtement, il y a pas mal de séances comme ça que j'ai pas mal retouché, soit parce que la vidéo était morte à un moment, soit parce que le son, voilà, c'était pas ça, soit parce que ce soir-là j'étais très fatigué et j'ai oublié d'appuyer sur les 3/4 des boutons que je devais appuyer pendant la séance. Du coup, j'avais enregistré le truc, je l'avais pas diffusé et j'étais en mode bon voilà, je vais passer une demi-journée, une journée au montage et je récupère la séance et voilà, je fais un truc assez correct que je mets sur YouTube ensuite. En fait, l'idée c'est juste ne vous surchargez pas de travail au point que vous en soyez écrasé et que ça empathise sur la qualité de la séance. C'est le seul truc que je vous dirais. La limite que vous devez placer aux éléments additionnels que vous rajoutez, des éléments d'interface, des éléments de choses, c'est ce que vous pouvez gérer. De toute façon, comme on disait, on sait que la plupart des productions sont des productions amateurs et il n'y a pas de problème avec ça. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez content du résultat que vous ayez à la fin, et c'est tout, en fait. Ce que après les autres gens en pensent, de toute façon, il y aura toujours des gens pour en penser du mal et il y aura toujours des gens pour en penser du bien. Donc au final, est-ce qu'on s'en fiche pas un peu? Il y a un point que je trouve aussi un petit peu négatif, même si en vrai il est positif dans certaines situations, il s'avère un peu négatif dans d'autres, c'est cette sensation qu'on est en constante représentation. On se sent obligé, particulièrement en live, de tout le temps meubler, même quand il y a un problème technique, même quand il se passe un truc, etc. Là où dans une séance qui serait pas filmée, vous prendriez 5 minutes de pause, vous mangeriez 3 chips, et puis voilà. Ça donne un flux qui peut être un peu fatigant à supporter, et qui fait que des séances enregistrées sont beaucoup plus épuisantes que des séances qui ne seraient pas enregistrées. Ce que je pense, à mon avis, c'est qu'il faut faire les deux. En fait, quand on est dans une situation où on se dit, vas-y, je vais faire de l'actual play. Faut se dire, il y a une partie de mes séances, je les fais en les enregistrant et en les publiant. Et il y a une partie où c'est l'inverse, où je les fais que pour moi et mes joueurs. Que ce soit parce que, mettons, un des joueurs n'a pas envie d'être enregistré, ou que, simplement, là, cette séance-là, vous vous sentiez pas capable de la faire, dans ce cas-là, n'enregistrez pas, ne publiez pas, ne cherchez pas à faire quelque chose qui vous fatigue, vous épuise. Si vous publiez, partez du principe que vous devez le faire uniquement si cela vous fait plaisir et si cela fait plaisir à vos joueurs. C'est vraiment le point central sur lequel je veux centrer la chose. On est parti dans un petit peu tous les sens, soyons honnêtes. C'était assez bien de brasser un peu large et de ne pas rester dans les clichés juste du y a des gens qui font de l'actual play et c'est pas bien ou alors c'est trop bien. Et de nuancer un petit peu ça, et surtout de voir au niveau du groupe, parce qu'en fait, au final, une fois que vous avez posté quelque chose sur Internet, ce n'est plus de votre ressort, ce n'est plus en votre contrôle. Ça devient quelque chose de public. Donc du coup, s'intéresser à la production, une fois qu'elle est déjà faite, ça n'a pas d'intérêt, fondamentalement. Pas dans le sens s'y intéresser en tant que spectateur, je ne parle pas de ça, mais vraiment s'intéresser de son devenir et s'intéresser de ses implications. C'est juste, ça devient un produit public, et là, à partir de là, c'est fini. Ce qui est intéressant, c'est de savoir les répercussions que ça a au niveau du groupe, et si ça va pas amener des problèmes sur le long terme. Globalement, ne pas mettre la pression à vos joueurs, ni ne mettre la pression, vous en tant que MJ, ni ne mettre la pression à votre MJ si jamais vous êtes en tant que joueur là-dessus. Que tout le monde joue de la même manière à peu près qu'il jouerait s'il n'était pas enregistré, bien évidemment avec peut-être quelques limites en plus, peut-être également un petit peu plus de meublage. Partagez votre loisir, partagez-le bien, partagez-le si ça vous fait plaisir, et foutez-vous un petit peu de l'opinion de ceux qui diront que vous n'avez pas le droit de le faire ou que vous n'avez pas la légitimité de le faire.
C'est absolument faux. Tout le monde est légitime dans sa manière de masteriser à partir du moment que tout le monde autour de la table se sent bien. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était la fin de cette trilogie et c'était Taros. Salut, salut!